Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Écoutez, de mon côté, tout va très bien. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de droit administratif et plus précisément du recours de plein contentieux. Alors commençons par définir ce qu'est le recours de plein contentieux. Le recours de plein contentieux, on peut le définir par opposition au recours pour excès de pouvoir. On sait que le recours pour excès de pouvoir vise essentiellement à faire reconnaître l'illégalité d'un acte administratif afin que le juge administratif prononce l'annulation de cet acte administratif. Donc avec le recours pour excès de pouvoir, l'idée c'est d'obtenir l'annulation d'un acte administratif. Le recours de plein contentieux, quant à lui, qu'on appelle également recours de pleine juridiction, c'est un recours pour lequel les pouvoirs conférés au juge administratif vont au-delà de la simple annulation d'un acte administratif. Puisqu'en effet, saisi d'un recours de plein contentieux, le juge, il peut également réformer l'acte, c'est-à-dire concrètement le modifier. Il peut également substituer à l'acte sa propre décision ou encore condamner l'administration au paiement d'une somme d'argent. Donc avec un recours de plein contentieux, le juge administratif, il dispose de pouvoirs étendus. Et c'est précisément ça qui distingue le recours de plein contentieux du recours pour excès de pouvoir. Puisque dans le recours pour excès de pouvoir, le juge administratif, il n'a que le pouvoir d'annuler l'acte si jamais l'acte est illégal, ou bien de ne pas annuler l'acte si jamais l'acte est légal. Alors que comme je vous l'ai dit, dans le recours de plein contentieux, le juge, il a le pouvoir d'aller plus loin qu'une simple annulation. Il peut en effet condamner l'administration à payer une somme d'argent, mais il peut surtout substituer sa propre décision à celle qui est attaquée. Il peut finalement régler lui-même le litige. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le recours de plein contentieux, il s'applique dans des domaines spécifiques. C'est-à-dire qu'il y a des domaines dans lesquels il faut exercer un recours de plein contentieux plutôt qu'un recours pour excès de pouvoir, par exemple. Quels sont ces domaines? Ce qu'on peut dire pour commencer, c'est que les deux principaux domaines du recours de plein contentieux, ce sont le contentieux des contrats administratifs et le contentieux de la responsabilité administrative. Donc lorsqu'un particulier souhaite contester un contrat administratif, ça peut être une partie au contrat ou bien un tiers, il doit exercer un recours de plein contentieux. Et saisi d'un tel recours, le juge dispose de pouvoirs étendus puisqu'il peut non seulement annuler le contrat, mais aussi par exemple modifier certaines clauses du contrat, ce qui montre bien qu'il s'agit d'un contentieux de pleine juridiction. Également, le contentieux de la responsabilité administrative relève du recours de plein contentieux. Brièvement, qu'est-ce que c'est la responsabilité administrative? Eh bien, lorsqu'une personne estime avoir subi un préjudice causé par l'administration, elle peut demander réparation devant le juge administratif. Et pour ça, elle doit exercer un recours de plein contentieux. Et le juge va alors déterminer si oui ou non l'administration est responsable, et si oui, il va fixer la somme d'argent que l'administration devra payer à la victime. En ce qui concerne maintenant les actes administratifs unilatéraux, il faut savoir qu'ils doivent, en principe, être contestés par la voie du recours pour excès de pouvoir. Mais toutefois, certains actes administratifs unilatéraux relèvent, par exception, du recours de plein contentieux au regard des pouvoirs conférés au juge qui peut faire plus qu'annuler l'acte contesté. Ce sont la loi et la jurisprudence qui déterminent les actes administratifs unilatéraux pour lesquels le recours ouvert est un recours de plein contentieux. Ça concerne différents domaines, et notamment, pour commencer, le contentieux fiscal, parce qu'en effet, lorsqu'un contribuable conteste un impôt devant le juge administratif, eh bien le juge,
il n'est pas limité à la seule alternative d'annuler ou de valider la décision de l'administration fiscale. Il peut aussi fixer lui-même le montant de l'impôt qui est dû. On est donc bien dans un contentieux de pleine juridiction. Également, comme domaine du recours de plein contentieux, on a le contentieux électoral, dans lequel le juge peut modifier les résultats des élections s'il constate des irrégularités. C'est-à-dire que le juge, il peut déclarer vainqueur celui qui avait initialement perdu. On a aussi le contentieux des droits sociaux. Effectivement, les décisions par lesquelles l'administration détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale doivent être contestées par la voie du recours de plein contentieux. Et saisi d'un tel recours, le juge administratif doit alors déterminer lui-même les droits sociaux du requérant. Ça concerne par exemple les décisions relatives au RSA et aux prestations d'assurance chômage. Et puis aussi dans les domaines du recours de plein contentieux, on a le contentieux des sanctions administratives qui relève du recours de plein contentieux depuis un arrêt Société Atom du 16 février 2009. Et donc, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une sanction infligée par l'administration à un administré, eh bien le juge administratif se prononce comme juge du plein contentieux. Alors c'est quoi une sanction administrative? Par exemple, un retrait de points du permis de conduire. Et donc, lorsqu'il est saisi d'un recours contre un retrait de points du permis de conduire, le juge se prononce comme juge du plein contentieux. En revanche, attention, parce que les sanctions que l'administration inflige aux agents publics, aux fonctionnaires, ne relèvent pas du plein contentieux, mais du recours pour excès de pouvoir. Ce sont uniquement les sanctions infligées aux administrés qui relèvent du plein contentieux. Donc voilà un petit peu pour les domaines du recours de plein contentieux. On va maintenant pouvoir s'intéresser aux conditions de recevabilité du recours de plein contentieux. Effectivement, le recours de plein contentieux ne sera recevable que si certaines conditions sont remplies. D'abord, la recevabilité du recours de plein contentieux est subordonnée à l'existence d'un droit lésé du requérant. Donc, autrement dit, le requérant ne peut saisir le juge du plein contentieux que pour se faire reconnaître un droit personnel à la suite d'une erreur ou de la carence de l'administration. Par exemple, dans le contentieux de la responsabilité administrative, le requérant invoque son droit à réparation. Dans le contentieux fiscal, le requérant invoque son droit à une décharge d'impôt. Dans le contentieux des droits sociaux, le requérant invoque son droit à une prestation sociale, etc., etc. Ensuite, autre condition de recevabilité, le recours de plein contentieux est en principe soumis au ministère d'avocat. Ça résulte de l'article R 431-2 du Code de justice administrative. Ça signifie concrètement que le requérant doit être représenté par un avocat. Ça, c'est une grande différence avec le recours pour excès de pouvoir, puisqu'effectivement, pour exercer un recours pour excès de pouvoir, il n'y a pas besoin d'être représenté par un avocat, alors que pour exercer un recours de plein contentieux, il faut, en principe, être représenté par un avocat. Alors il y a toutefois des exceptions, c'est-à-dire des cas où le requérant n'a pas besoin d'être représenté par un avocat. Je ne vais pas les énumérer dans cette vidéo parce que ce serait un petit peu trop long. Ce que vous devez retenir, c'est que dans la majorité des cas, le requérant doit être représenté par un avocat. Et puis enfin, il y a une condition de délai à respecter, puisqu'en effet, il n'est possible d'exercer un recours de plein contentieux que dans un délai de 2 mois. C'est le délai de recours de droit commun en matière administrative, qui est aussi applicable au recours pour excès de pouvoir, par exemple.
Et voilà, on en a terminé avec cette vidéo sur le recours de plainte contentieux. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé à bien comprendre en quoi consiste le recours de plainte contentieux. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Pour vous, c'est pas grand chose, mais moi, ça m'aide beaucoup à faire connaître mon travail à plus de monde. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.